On continue notre belle grande aventure sur les kanji. Voilà. Comme d'hab, likez, commentez, laissez vos histoires mnémotechniques. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Et puis voilà. Donc, on en était au 1657. Ouh, des gros chiffres qui font peur, tout ça. Mais non. Alors, celui-là, il va commencer par la clé de l'état d'esprit. Vous savez, c'est Kokoro qui est comprimé sur la partie gauche. Donc c'est la clé de l'esprit, du cœur, de l'état d'esprit sur la gauche. Et à droite, je vais avoir la couleur bleue qu'on avait vue la dernière fois. Avec en haut le composant qui signifie grandir et en dessous la lune. Voilà. Ah oui, il n'aime pas celui-là parce que je le fais dans le mauvais ordre des traits. On fait d'abord les deux petits traits et après le grand. Voilà. Ça change absolument tout. Non, mais je vais voir s'il me le reconnaît vraiment mieux comme ça ou pas. Tac. Pam. Ouais, c'est mieux. Ça marche. Désolé pour l'éternuement. Alors, ce kanji désigne les émotions, les sentiments qu'on a. Feelings. On le trouve dans kanjo, par exemple. Une émotion. Kanjo. Et c'est aussi ce mot nasake qui est un petit peu pénible, je trouve, à bien cerner au niveau du sens. Ce qui veut dire la compassion, la pitié, mais on va souvent l'entendre suivi de la terminaison négative nai, nasake nai, dans les histoires, dans les mangas, tout ça, nasake nai yatsu, et ça c'est une façon de dire c'est quelqu'un de lamentable, pathétique, quelqu'un pour qui on ne peut pas faire preuve de nasake, donc de miséricorde, de pitié. C'est nul. Donc kanjo, l'émotion. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre avec? Ouais. Ah, il y a aussi cette lecture Z qui est un peu plus rare. Tout à fait. Donc, la dernière fois qu'on avait vu le kanji, la 1656 juste avant, j'avais pensé à la chanson Les mots bleus du chanteur Christophe. Et je pense c'est mort depuis un moment là. Parce qu'on avait la clé du langage, il disait les mots bleus et c'était une façon pour lui de comment dire, de supplier son amoureuse, de sa bien-aimée de revenir, de lui pardonner. Voilà. Des petits problèmes de tâches là. Bon, pas grave. Et j'ai continué la métaphore avec, cette histoire avec ce kanji là, voilà, le sentiment, l'état d'esprit, le côté pathétique qu'il y avait dans les chansons de Christophe, les mots bleus, ça m'a fait penser à ça m'a permis de mémoriser un petit peu ce kanji. Ça fait que parfois je confonds un petit peu les deux, mais bon, là on voit quand même qu'il y a l'état d'esprit, c'est souvent lié aux émotions. Les kanji qui utilisent cette clé. Donc voilà, peut-être que ça marchera pour vous. Ensuite, kanji utile aussi. Hop, cette fois-ci, on va avoir le jour, un beau soleil là, et à droite, bleu. Donc, le beau ciel bleu, le soleil qui brille dans le ciel bleu. Et ben, vous avez le sens de ce kanji. Puisque le sens de ce kanji, c'est un temps dégagé. Quand le temps se dégage. Quand il fait beau, quoi. C'est le sens du verbe hareru. Hareru.
que vous voyez ici. Check. On a aussi Seiten, Seiten avec voilà, avec le ciel Ten, le Ten de Tenki. Voilà. Donc celui-là, bah, il se retient tout seul hein, au niveau du sens. Vous avez le ciel bleu, vous avez le soleil qui brille dans le ciel bleu, le jour, voilà quoi. Et le suivant, je trouve que c'est un petit peu pareil. Vous allez voir. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau. Et à droite, oups. Et à droite, on a la couleur bleue encore. Bon. L'eau bleue. Une belle eau bleue. Qu'est-ce que ça vous évoque? Hein? Ça vous évoque sans doute la pureté de l'eau. Hein? Voilà. Pensez à la belle eau d'une rivière qui coule dans une rivière. Et c'est le sens de ce kanji. Donc vous avez l'adjectif kiyoi qui veut dire pur. Pur clair. Sans impureté, quoi. Qui est tout beau. Attendez, je me réajuste le son de mon côté parce qu'il est un chouïa fort. Voilà. Un kiyoi. On a aussi kiyomaru, se purifier, s'éclaircir. Et kiyomeru. Vous trouvez ce kanji dans le nom d'un temple très connu à Kyoto qui est le Kiyomizu-dera. Le Kiyomizu-dera, le temple de l'eau pure. Voilà. Il est célèbre pour sa terrasse panoramique et sa vue magnifique, mais son petit nom Kiyomizu-dera, il ne le doit pas à ça, il le doit aux propriétés purifiantes de l'eau qu'on y trouve, quoi. Sho, c'est prononciation Shin, ça je connais moins, mais les deux autres on les trouve. Hein, bah, on peut dire Seisui, pardon, Seisui ou Kiyomizu, ou Shimizu d'ailleurs. Ouais. Donc l'eau pure, c'est important, c'est très important, la pureté dans la culture japonaise, particulièrement la culture religieuse. Alors, là, notre bleu, on va le mettre à gauche. Et à droite, on va mettre la bataille, le saut de Senso qu'on avait vu il y a quelques temps. Une espèce de petite serpette en haut, un balai ou une serpillière, je ne sais plus exactement. Voilà, voilà. Et ce kanji là, il va bien aussi avec la couleur bleue, je trouve. Il signifie le silence, le calme. C'est l'adjectif shizuka. Shizuka, comme il se termine pas par le son i, c'est forcément un adjectif invariable, un adjectif qui prend le kana na quand il est utilisé pour qualifier un nom directement. Par exemple, Shizuka na machi, une ville calme, une ville tranquille. Si vous avez du mal sur les genres d'adjectifs, j'ai fait un petit réel, comme on dit sur Insta, un short sur YouTube si vous voulez regarder. Voilà, shizumaru, se calmer, shizumeru, calmer, faire revenir au calme, remettre au calme. Bonjour vieux Giléo, très rigolo pseudo, ça me parle. Je ne joue qu'à des vieux vidéos, moi. Donc c'est Dio. Voilà pour les prononciations on, toujours un petit peu pareil. Et donc comment on va retenir son sens là, son sens de calme, de silence? Bah moi en fait, j'ai imaginé le lendemain d'une bataille ou après une bataille.
Et j'ai imaginé la brume qui se levait sur un petit matin bleu, euh, sur un champ de bataille, où il y avait des corps partout, enfin voilà, mais comme la bataille elle-même était terminée, bah, il n'y avait plus que le calme après la bataille. Ou alors on peut imaginer le calme sur la plaine au petit matin, avant la bataille, quand le... Enfin voilà, ce bleu bleuté, là, ça m'a fait penser à du brouillard un petit peu. Donc je me suis gardé cette image mentale-là. Euh, Ça vous échappera pas que moi je suis très visuel, donc plus c'est visuel, mieux je retiens. Mais si vous pouvez imaginer que un petit bleu dans le genre un petit nouveau qui va à la bataille vaut mieux qu'il se taise, qu'il reste calme, bon bah voilà, ça peut aussi marcher pour vous. Ensuite, le suivant, là on va avoir on va reprendre notre composant, on va sortir de la couleur bleue, on va reprendre notre composant grandir, et on va lui ajouter en dessous un coquillage. Le coquillage, souvent, c'est des histoires d'argent. Dans les kanji, le coquillage, c'est notre devise, notre monnaie. Hop. Ce kanji-là. Alors, le mot-clé en anglais, c'est blame, donc comme un blâme, ça veut dire condamner quelqu'un, blâmer quelqu'un pour dire c'est ta faute, comme disait ma fille quand elle était plus petite. C'est ta faute, elle disait toujours. Et on a Seki comme dans Sekinin. Sekinin, la responsabilité. Et ce verbe semeru qui veut dire voilà, attribuer la responsabilité de quelque chose à quelqu'un. Je sais pas comment dire. Généralement pour des choses, voilà, des choses pas positives. Jibun o semenaide. Jibun o semenaide. Ne te blâme pas. Mais bon, bref, enfin, blâmer, ça marche bien quand même pour ce kanji. Hein. Je sais plus si je m'étais mis un autre mot. Non, le blâme, hein, effectivement. Voilà, voilà. Donc, j'ai grandi avec de l'argent ou j'ai grandi sans argent? Qu'est-ce qu'on va se donner comme histoire avec ce kanji? Peut-être que j'ai grandi... Ouais, on peut penser à quelqu'un qui reproche, qui blâme le manque d'argent dans le fait qu'il n'a pas bien grandi, qu'il a eu une éducation un peu lacunaire, quelque chose comme ça. Très indirect. Je sais plus trop ce que je m'étais fait comme histoire pour le retenir, ce kanji. On a grandi avec de l'argent. Hmm. Ah ouais, ou on peut imaginer un gamin qui est pas content parce qu'à l'école, il peut pas avoir des vêtements de marque pour frimer auprès des camarades parce qu'il a pas d'argent et qu'il blâme euh, est-ce que ça peut... est-ce que ça peut marcher? Ouais, on peut faire un truc comme ça. Alors, vieux Jidéo, la question clé, la question piège. Est-ce que écrire qui entre pas dans la tête peut être un outil pour aider à la mémorisation? Bien sûr que l'écriture aide à la mémorisation. Évidemment que l'écriture aide. Mais, tout ce que je dis moi, parce que j'ai un rapport conflictuel avec l'écriture, c'est que si vous voulez apprendre 2500, 2200 kanji, l'écriture seule, ça va pas suffire. Et vous risquez d'être un peu désespéré si vous continuez à vous dire ah parce que je ne sais pas écrire ce kanji, je ne peux pas le mémoriser, je ne le connais pas, je ne sais pas le lire. Voilà. Donc surtout au début, hein, quand vous apprenez 100, 200, 300, allez, vos 500 premiers kanji, bah, pourquoi pas travailler l'écriture, ça vous familiarisera avec la gueule à quoi ressemblent les kanji, la gueule un peu des composants et tout, même si vous y comprenez pas grand chose. Mais néanmoins,
je maintiens que la méthode la plus efficace, ça reste de comprendre chacun des composants et de décomposer les kanji, quitte à ne pas savoir les écrire. Voilà. C'est un peu une réponse de Normand, mais voilà. Alors, et bien sûr, la calligraphie, c'est joli, il n'y a pas de problème. Moi, régulièrement, je m'amuse maintenant à écrire des kanji pour le fun. Et puis souvent, je tombe sur des kanji, je me dis, tiens, ce kanji-là, je suis bien foutu de l'écrire. Et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour autant que je sais pas le lire. Alors, ensuite, on va avoir la clé du fil du textile à gauche. Hop. Et à droite, on va avoir notre blâme, notre culpabilité, nos reproches. Hop. Ouais, il me l'a bien reconnu. Cool. Bim. Ce kanji, son sens, c'est c'est les résultats, c'est que ce que vous allez réussir à faire, vos exploits, vos achievements, comme on dit en bon français. C'est pas l'achèvement de quelque chose, c'est le fait de réussir quelque chose. Voilà, vous avez fait une performance, vous avez réussi une performance. Voilà, c'est ce que vous en avez obtenu. Il se prononce Seki, et on le trouve par exemple dans Seiseki, qui sont vos résultats scolaires. Voilà. Est-ce qu'on a. C'est K Non. Sekika Kaseki je sais plus. Non. Je sais plus. Non, je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Ah oui, c'est bien le Seki, le Seiseki. Voilà. Donc les notes à l'école, vos résultats scolaires. Et tout à fait. Alors qu'est-ce que tu me dis dans le chat? Alors c'est pas des cocons à gauche, c'est pas le cocon, c'est la clé du fil. Itohen. C'est le fil à gauche. Le cocon, c'est uniquement la partie supérieure. Et à droite, on a donc le blâme, le reproche. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nos exploits, nos résultats, notre moyenne scolaire qui défonce tout. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme... Qu'est-ce qu'on va se trouver comme moyenne mnémotechnique? On peut penser à la crise du textile. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le mot textile qui me vient avec ce fil là. Je pense à des tisserands, des métiers à tisser, des ateliers, des choses comme ça. Et on peut dire que... ah oui, j'avais pensé aux résultats financiers. J'aime bien le mot résultat aussi avec ce kanji, même s'il y a d'autres kanji qui ont le même sens. Mais oui, ah oui, pardon, tu me parlais des cocons là. Ouais, non, je sais pas trop ce que c'est ça. Je sais pas trop ce qui nous. Je pense que ça va aller vite chercher dans l'étude de la faune et la flore, et comme vous le savez peut-être, c'est pas du tout mon fort, donc pareil, je vous dis toujours, on n'apprenait pas toutes les prononciations par cœur, ça sert absolument à rien. N'apprenez pas toutes les significations par cœur, ça ne sert absolument à rien, vous allez vous faire très mal. Votre but, c'est pas de devenir un dictionnaire, votre but, c'est de comprendre et utiliser le japonais. Et il y a peu de japonais qui ont besoin de trucs avec des cocons. Donc, en tout cas, les exploits, les achèvements, les résultats, tout ça. La réussite. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors, je blâme l'industrie textile.
En tant qu'actionnaire, je blâme l'industrie textile de ne pas avoir réussi à atteindre ses résultats trimestriels. C'est vrai que c'est un peu la crise. Toutes les boîtes ferment les unes après les autres. Oui, bon, on va se faire un truc improbable comme ça. On va se faire un truc comme ça. Alors, où en étais-je? Where was I? Le suivant, toujours avec notre blâme. Cette fois-ci, on va avoir à gauche la clé des céréales. Du blé. Qui fait beaucoup penser à l'automne. Forcément. Et à droite, on a le blâme, comme d'habitude. Vous voyez, il ressemble beaucoup. Hein. Là, on a le fil, là, on a la céréale. Mais le sens, c'est pas le même, puisque ce kanji montre une accumulation en volume. Oula, hein, c'est le sens de ce verbe-là, tsumoru, s'accumuler, s'accumuler. Hein, et tsumori, l'intention. Non, donna tsumori, l'attention ou l'accumulation. L'intention ou l'accumulation. Tsumu, s'accumuler. Ah non, accumuler quelque chose, pardon. Oh, j'avais confondu la version transitive et intransitive. Et encore une lecture Onke Seki. Donc voilà. Et il représente effectivement une forme de volume de quelque chose qui s'est accumulé. Voilà. Que vous dire de plus sur ce petit kanji, hein? Par exemple, la surface, menseki. Hein, menseki, la surface d'un appartement, par exemple, hein, que vous allez mesurer en mètres carrés. Donc, notre volume. Eh bien, tiens, j'ai gardé mes idées économiques là. J'ai pensé à un agriculteur qui a blâmé la météo, puisque ça arrive quand même régulièrement que les agriculteurs ne soient pas contents de la météo quand même. Il a blâmé la météo qui l'a empêché de réaliser les volumes de céréales qu'il devait faire, quoi. À cause de la météo, il n'a pas réussi à produire les volumes qu'il voulait produire. Ça peut être pas mal ça. Si on pense à d'énormes volumes de blé. Enfin, le suivant, il va pas avoir la même prononciation, donc ça va être un peu rafraîchissant parce que j'en ai un peu marre de tous ces seki que je confonds les uns avec les autres, évidemment. Cette fois-ci, à gauche, donc à droite, on a toujours le blâme, mais à gauche, vous l'avez vu, on a la clé de la personne, un inben, une personne seule. Bim. Ce kanji indique une dette financière. Et oui. Voilà, un emprunt, une obligation, un prêt financier, etc. Mais plus du point de vue du débiteur, là. Hein. Donc, voilà, tout seul, il peut se dire comme ça, un sai. Mais on a aussi fusai, hein, qui indique une dette, un passif financier. Bref, de l'argent que vous devez à quelqu'un. Ben voilà, hein, tu n'as que toi à blâmer d'avoir contracté des dettes inconsidérées auprès de la même personne. Si après cette personne vient te chercher des ennuis et envoie des tueurs à gages après toi, parce que c'était une personne de la mafia visiblement. Bref, je brode, mais
Mais ouais, l'avantage c'est que celui-là, il a une prononciation au moins un peu différente des deux précédents qu'on peut très facilement confondre. Ah, et le dernier, je risque pas de l'oublier. Oups. Donc cette fois-ci, on a encore le fait de blâmer, mais avec la clé de l'eau. Hop. Est-ce qu'il me l'a trouvé? Ah voilà, il est là. Check. Tac, tac, tac. Tu connais le rang de Sekiwake? Ah ça, je t'avoue, je connais pas ça. C'est quoi? C'est du sumo? J'avoue mon inculture. En revanche, ce que je connais, c'est ça, c'est les tsukemono. Alors ça, c'est le verbe tsukeru. En anglais, ça va pas vous dire grand-chose, forcément pickling, mais c'est les pickling des pickles. Les cornichons, enfin, on va dire pas des cornichons, mais les tsukemono, c'est-à-dire toutes les choses, tous les petits légumes et fruits parfois, que les Japonais conservent dans de l'eau salée. Euh, voilà, et qu'on mange dans à peu près tous les repas japonais, hein. On vous sert des petits tsukemono à côté. Moi, au début, dans la bouffe japonaise, je trouvais ça absolument dégueulasse, donc je détestais ça. Et vraiment, je blâmais les Japonais. Je blâmais les Japonais d'avoir inventé le tsukemono, qui n'est qu'un truc fadasse, où tu fais perdre toute sa saveur à un pauvre petit légume qui n'en demandait pas tant en le laissant macérer comme ça dans ton eau salée. Voilà. Aujourd'hui, je suis toujours pas ultra convaincu. J'aime bien le croquant des tsukemono, mais alors le goût, je trouve toujours ça assez, assez quelconque, quoi. Donc voilà, moi comme j'ai un problème avec les tsukemono, j'ai pas eu de difficulté à blâmer ces trucs qui sortent de l'eau là, euh, comme des choses inutiles dans la gastronomie japonaise dont je raffole par ailleurs. Donc j'ai pu me faire ma petite histoire. La prononciation shi, je vous avoue, je la connais pas trop. Voilà, donc il y a l'idée de faire tremper quelque chose longtemps avec ce kanji. Le suivant. Ah, très important celui-là. Celui-là, on le trouve très souvent. Je pense que ça va être du N3 probablement. Donc on va avoir le composant grandir. Et en dessous, je vais avoir ma petite écharpe. Mon petit vêtement, ma petite écharpe. Ce kanji-là, c'est la surface du dessus. La surface du dessus. Omote. On verra son contraire, ou on a peut-être déjà vu le contraire. Je crois qu'on a déjà vu Eura, l'envers de quelque chose. On l'a peut-être déjà vu. Donc ça, c'est omote. Hein, ou hyo comme dans, bah encore hyomen. Hyomen, qui veut dire donc la surface, l'extérieur, hein, ce qui est visible. Omote. On a aussi le verbe arawasu, arawareru, hein, qui signifie apparaître, être visible, ou faire apparaître quelque chose. Tout seul avec la prononciation hyo, ça veut dire un tableau. Un tableau, un graphe par exemple. Voilà. Donc ça c'est vraiment un kanji très courant. Très courant. Ah bah vous voyez avec le jo de tout à l'heure, hein, qui est l'émotion. Hyojo, c'est l'expression de visage de quelqu'un. Hein, vous voyez son émotion qui est visible, qui remonte à la surface, qui est visible de l'extérieur. Uwagi, hein, bah non, c'est pas... Ouais, non, ça c'est rare. Ouais, Hiroshi, la couverture d'un livre. Sinon, omote,
Voilà, donc très 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 courant celui-là. Tellement courant que j'ai plus d'histoire mnémotechnique du tout en tête pour celui-là. Donc, une personne grande, enfin non pas une personne grande, grandir avec une écharpe. Et tout ça voulant dire la surface apparente. Ouais. Il y a pas mal de gens connus avec des écharpes, non? Il y a Jean Moulin, il y avait Mitterrand, il y avait Christophe Barbier de l'Express. Je sais pas s'il est toujours d'ailleurs. Je sèche un peu sur celui-là. On va aller regarder du côté de Kohi ce qu'ils nous ont trouvé. Oh, attention, il a un numéro démoniaque celui-là, le 1666. C'est drôle ça. Quand je grandissais, quand j'étais, enfin, on va dire voilà, quand j'étais un enfant qui grandissait, le dessus, la surface de mon écharpe était toujours recouvert de traces de morve parce que je me mouchais dedans. Ah, il y en a un qui pense à Alice au Pays des Merveilles. Elle est remontée à la surface en grandissant. Ouais, non, ça marche pas trop. Pas mal ça. Moi j'aime bien l'idée que voilà, là le dessus de la surface visible de mon écharpe quand j'ai grandi, elle était toujours recouverte, elle est toujours recouverte de morph parce que je me mouchais dedans. Je pense qu'on a tous, enfin c'est pas forcément mouché dans une écharpe, mais on a tous eu un moment où on a toujours eu un moment où le nez qui coule dans l'écharpe et on se dit ah bah merde, c'est dedans, bon bah tant pis. En plus il fait froid, ça sèche pas, ça va créer des petits glaçons. Alors, ah bah celui-là, tac tac, je me demande s'il n'est pas utilisé dans les termes de sumo. Donc là, tu me diras dans le chat. Là, on a donc une personne seule et à droite, on a notre surface. Ok. Ouais, c'est ça, le dohyo, yes, exactement. Dohyo, giwa, etc. Un dohyo, c'est le ring, et si je dis pas de bêtises, ça doit être aussi en sumo ce qui correspond au ring, quoi. Hein. Au sens figuré, ça veut dire aussi mon domaine d'expertise, quoi. Hein. Quand on dit dohyo, giwa, est-ce que j'ai arrivé? Hein, ça veut dire on est sur le point de sortir, de se faire dégager du ring. Ah, cool. Et ben tu vois, il suffit que tu te connectes vieux vidéo et on tombe sur des termes de sumo, tu vois. Donc, hyo, son sens de base, hein, c'est une forme de sac, mais pas n'importe quel sac, le tawara. Donc on va se faire une petite recherche Google Images pour que vous voyez ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas n'importe quel sac, c'est un sac dans lequel on met de la paille ou du riz, je sais même plus. Oh, regardez-moi la nana là. C'est pas une vraie. C'est dans un musée. Bah ouais, non. Oh, vous imaginez transporter tout ça. Waouh. Voilà, le tawara, il contenait du riz. Oh là, et puis ça devait être lourd. Donc c'est un sac de riz. Ok. Un sac de riz. Donc, j'ai une personne et la surface visible. L'envers. Je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais
que je m'étais fait de là-dessus. Pas facile, pas facile. Avec cette idée de la surface. Il ressemble à la paille qui sert de limite au ring de sumo. Bah, à mon avis, c'est le même. Hein. Ça doit être le même. Hein. Si on dit dohyo, bah, do c'est la terre, donc dohyo c'est le. Ben ouais, c'est ça, c'est des tawara. Hein. C'est logique. Hein. C'est logique, les amis, parce que bah faut bien que le sumo, ça soit né. C'est un truc traditionnel, donc forcément, il y a forcément. Tous les trucs traditionnels japonais ont à un moment ou un autre un lien avec le riz. C'est pas possible sinon. Donc ouais, c'est tout à fait logique qu'on utilise des tawara comme ça pour faire le dohyo. Hein. Logique, logique. Donc, mais ça nous aide pas à le retenir. Une personne et la surface, et tout ça pour faire notre tawara, notre sac de riz. Alors. Ah oui. Ok. Ça c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui s'est dit la peau, c'est-à-dire la surface, l'enveloppe extérieure d'une personne, c'est comme un sac qui garde les organes à l'intérieur. Ok. Écoute. Si vous arrivez à le retenir, vous pouvez vous dire que ça garde les organes, un peu comme la paille qui est à l'extérieur du tawara garde le riz à l'intérieur, quoi. Allez, on va se dire ça. On va imaginer quelqu'un qui enlève, on enlève toute sa peau et puis il y a tout qui fuite. Ouais, c'est un petit peu imagé, un petit peu glauque comme tu dis. Mais bon, ça marche souvent les trucs un peu choquants, un peu gore, on les retient. Donc le suivant. Le suivant, il est. Heureusement qu'on le voit assez régulièrement puisqu'il est pas simple. Donc, je commence par la clé de l'eau. Ensuite, j'ai grandir, qui est légèrement de biais d'ailleurs, là, ici. Ensuite, j'ai mon katana, hein, ma lame de katana, là. Et en dessous, j'ai grand. Dai. Ok. Vous voyez, il est assez... Ah non, pardon. Je me suis trompé. J'ai fusionné deux kanji. Non, je vais retrouver le textile. J'étais en train de me dire, mais non, c'est pas comme ça que je m'en souviens de celui-là. Le fil. Ok. Voilà. Oui, je sais pas, il est un peu bizarre. Oui. Je trouve qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut, ce kanji. Bref. Mais il est assez important. Ça doit être du N2, non? Ah non, N1, bon. Ok. Il se prononce ketsu. C'est aussi le très bel adjectif isagioi qui vous fait peut-être penser à l'adjectif kiyoi qu'on avait tout à l'heure dans la pureté parce qu'il a un sens extrêmement proche. Ça veut dire qu'il n'a pas été pollué, qui est d'une pureté absolue, qui est immaculé. C'est ça le sens qu'on va lui donner, quoi. Immaculé. Et voilà. Isagioi. La pureté de cœur. Et avec ketsu, l'exprononciation ketsu, on le trouve dans le mot seiketsu. Le sei, on l'avait tout à l'heure. Donc, quand vous mettez les deux de la pureté en même temps, seiketsu, c'est l'hygiène. Donc c'est là que vous voyez à quel point l'hygiène, c'est un concept ultra positif pour les Japonais parce que c'est quand même les deux kanji qui signifient la pureté, la droiture, l'honnêteté, la pureté dans tous ses sens, quoi, la pureté absolue, quoi. Donc quand on dit hygiène, ça fait un peu technicien de surface, quoi. On pense quelqu'un qui nettoie un chiotte avec de l'eau de javel. C'est pas du tout l'imaginaire qu'il y a dans ces kanji, vous voyez. C'est vraiment la pureté. Et donc seiketsu, l'hygiène, seiketsukan, l'impression de propreté,
Ça, c'est des mots importants pour les Japonais, hein. Si vous demandez faites un sondage auprès des Japonaises disant qu'est-ce qui est le plus important chez un homme, elles vont vous dire c'est ça, qu'on ait l'impression qu'il soit propre. C'est drôle, hein. Ils sentent bon, ils sentent pas mauvais. Donc voilà, Ketsu, Ketsu. Donc comme c'est immaculé, bah moi j'ai pensé, je suis resté près de notre culture européenne, judéo-chrétienne, etc. Donc j'ai pensé à l'Immaculée Conception. Euh, et euh, et j'ai pensé que je me suis fait toute une scène dans ma tête avec la Vierge Marie qui allait se baigner dans l'eau, euh, avec qui allait se baigner dans l'eau avec son bébé qui était en train de grandir, Jésus, et qu'elle restait tout habillée avec ses vêtements, donc d'où les textiles là, pour pas attirer des mauvais regards. Et j'ai pensé qu'il y avait des gens qui voulaient l'attaquer avec des lames parce que voilà quoi, son histoire avait pas plu à tout le monde. Il y en avait qui doutaient rapport à l'absence de père du petit Jésus. Donc je me fais tout un trip sur l'Immaculée Conception avec ce kanji très étrange. Et je l'ai à peu près mémorisé. Hein. Le textile, je l'ai gardé dans ma tête avec la Vierge Marie, parce que souvent on les représentait avec des grands voiles, des choses comme ça. Et donc je ne l'ai pas oublié. Mais parfois, visuellement, je le confonds un peu avec le suivant. Vous allez voir. Heureusement que le suivant n'a pas la clé de l'eau, sinon vraiment, je les confondrais tout le temps. Puisque là, on a encore grandir, on a encore notre lame de katana, et en dessous, on a à nouveau l'idée de grandeur avec le kanji Dai Oki, quelque chose de grand. Et ce kanji, son petit sens, c'est faire un serment, prêter serment, hein, prendre un engagement. Un engagement très important, hein. C'est le sens de ce verbe-là, chigiru, hein, promettre, faire le vœu de quelque chose. Et avec cette prononciation kei, on le trouve notamment dans keiyaku, hein, keiyaku, qui est un engagement signé, un contrat, quoi. Un truc que vous avez signé, bon, pas avec votre sang, mais voilà, un keiyaku sho, avec le kanji de sho qui veut dire écrire, c'est un contrat papier. Papier, ou en tout cas verbal, quoi. Keiyaku, c'est la promesse elle-même plus abstraite. Voilà, voilà. Et là-dessus, j'avais pensé à. Je m'étais fait un truc sur. Avec la lame, là. J'avais pensé à ces rituels un peu stupides. Et en plus, parfois, pas hygiéniques du tout. Pas hygiéniques du tout. Où les gens font des promesses de sang, là. Vous savez, ils se coupent un truc de la. Ils se font une coupure dans la main, voilà, et ils se serrent la main. Et après, voilà, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer quand ils se sont refilés des maladies diverses et variées. J'ai pensé à ça comme une promesse vraiment engageante, quoi. Et j'ai pensé que c'était un rituel dans une espèce de fraternité. Donc voilà, pour montrer que j'ai grandi, que maintenant je suis devenu une grande personne. Donc quand je suis rentré à Harvard ou je sais pas quoi, je ne sais quel Kappa Kappa Lambda de je ne sais quel campus américain, ben, je me suis coupé la main, voilà, et j'ai montré que j'étais un grand. Et j'ai fait cette promesse pour rentrer dans ma fraternité à deux balles. Voilà. Et je suis sûr que ce genre de rituel continue. Alors, ce kanji, on va le trouver en totalité dans le suivant, auquel on va juste ajouter à gauche la clé de la bouche. Et puis après, pareil. Hop.
Voilà. Je crois que j'ai jamais aussi bien dessiné ce kanji de ma vie. Bref, plutôt que de m'auto-congratuler, ce qui nous avance pas à grand chose, on va regarder le sens. Vous voyez qu'il y a la lecture nomu comme boire. C'est l'idée de consommer quelque chose qu'il y a avec ce kanji. Et on le retrouve dans la prononciation kitsu, avec par exemple le mot kisaten. Kisaten. Un salon de thé, hein, une boutique où du thé est consommé, par exemple. Kisaten. On a aussi kitsuen, pour dire le tabagisme, le fait de fumer du tabac, consommer du tabac, le tabac qui est consommé. Enfin, le tabac, la fumée qui est consommée, quoi. Kitsuen seki. Ça veut dire un siège fumeur. Si jamais ça existe encore. Voilà, donc la consommation. Bah, moi, j'ai continué mon rituel dans ma tête, là, avec ma fraternité qui fait faire des promesses de sang, là. Et donc l'histoire que je me suis fait pour ce kanji, la consommer, c'est que il se faisait une promesse de sang, là, mais kappa lambda oméga, et qu'après il fallait consommer quelque chose pour montrer sa bravoure, du genre des limaces vivantes, des cervelles de singe comme dans Indiana Jones 2 ou ce genre de choses. Bref, il fallait consommer un truc dégueu pour voilà. Je pensais à du bizutage, vous voyez, tous ces rituels un peu bizarroïdes que les gens, souvent les garçons, font. Ok, ensuite, là, on va avoir le kanji du toit, là-haut, enfin le kanji, le composant, pardon. En dessous de mon toit, j'ai grandir, le fait que j'ai grandi. Et en dessous, la bouche. Ce kanji-là, dont la prononciation on est gai, je crois pas qu'il en ait de kun, voilà, en tout cas, je ne connaissais pas. Il indique les dégâts, les dommages, les blessures qu'on ressent. Donc on va le trouver. Donc gai tout seul peut vouloir dire ça, hein, une blessure, un dégât, un dommage, voilà. Mais on a aussi sangai, hein, des dégâts, shigai, non, ça marche pas ça. Ah non, pardon. Higai, excusez-moi. Higai, le fait d'être blessé, le fait de souffrir voilà, d'une blessure, de dégâts, de dommages, parfois collatéraux. Et on a le mot higaisha, hein, qui veut dire une victime. Quelqu'un qui a été blessé, justement. Quelqu'un qui a reçu ces dégâts, cette blessure. Donc, gai. Ben moi, j'avais pensé à des blessures un peu psychologiques. J'ai imaginé, alors c'est pas mon cas, moi j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, des parents très, très bien, mais je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, et j'ai pensé à quelqu'un qui avait grandi dans une maison, sous un toit, où sans arrêt son père, je sais pas pourquoi j'ai retenu son père, lui faisait des reproches, lui criait tout le temps dessus, ce qu'il a causé chez lui, chez cette personne, en grandissant, des grandes blessures, quoi, qui fait que cette personne-là avait peut-être pas confiance en elle une fois qu'elle était grande et qu'elle a dû avoir une belle facture de psy pour essayer de compenser tout ça, voilà. Et notre blessure, on va la trouver dans le kanji qu'on voit là, avec à gauche la clé de la voiture, notre petit véhicule là, notre voiture. À droite de la voiture, qu'est-ce que j'ai? Tchac. J'ai donc ma blessure, mes dégâts. Donc les dégâts qu'a subi la voiture. Comment on aurait pu les éviter? Eh bien, si on en avait gardé le contrôle.
le contrôle, c'est le sens de ce kanji. Tiens, il veut aussi dire un coin, wedge en anglais. Bon, ça on va l'oublier, on va le laisser de côté parce qu'il y a un autre kanji pour ça, hein. Oui, oui, dédié. Bref. Donc, euh, c'est l'idée de contrôler quelque chose, garder le contrôle. Voilà. Donc moi j'ai pensé à un accident de voiture, quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui a subi des blessures. Voilà. Qui a subi des gros dégâts à la voiture et malheureusement aux passagers. Euh, J'avais pas un truc genre Hyokatsu, je sais plus quoi là. Comme... non. Ah oui, Sokatsu. Chokatsu, hein, avec Choku. Ou Jiki, là, le direct. Donc le contrôle direct. Pou. Je trouve pas si souvent hein, ce kanji-là, hein. Il est pas facile à trouver. Hein. Et l'idée du contrôle juridique aussi, de la juridiction avec ce kanji-là. Bref, bon. Donc le sens plutôt facile, je trouve, avec l'idée de l'accident de voiture, là, à mémoriser, mais pas toujours facile à trouver dans des mots, ce kanji-là. Le suivant, donc je vais encore avoir ma blessure, mes dégâts, mes dommages, et cette fois-ci à gauche. Voilà. Et à droite, je vais avoir un sabre. Dommage au sabre. Kizako. Le sens de ce kanji, c'est les proportions. Mais notamment les proportions de quelque chose qu'on a coupé en morceaux et dont on compare les proportions. Vous voyez, hein, les proportions, c'est les parties aussi. Donc il y a beaucoup cette idée-là avec ce kanji. On peut le trouver dans le verbe waru, qui veut dire diviser, hein, diviser quelque chose. Voilà, c'est un peu l'image du camembert. Vous divisez en morceaux et vous essayez de faire en sorte que les proportions soient égales. Et ce verbe waru, on le trouve aussi dans le mot waribiki, qui veut dire une réduction. Hein, on a retiré quelque chose, une certaine proportion du prix de vente d'un objet. Et katsu, j'ai que katsuai qui me vient en tête. Ah, bunkatsu, bien sûr. Bunkatsu, hein, la séparation, la division, la partition de quelque chose. Bunkatsu. Donc ça, c'est un kanji fréquent, clairement. Donc on le trouve, voilà, vous voyez, niveau JLPT N3. Qu'est-ce qu'on veut se raconter avec ce kanji? J'avais peut-être repensé encore à mon histoire de jugement du roi Salomon, là, les trucs bibliques, moi ça me parle aussi. Voilà. Si vous avez une éducation dans une autre religion et que ça vous a marqué, profitez-en. Hein. Ou des contes de votre enfance, toutes les histoires qui remontent à loin, c'est bien pour mémoriser des choses. Donc ouais, mais j'avais repensé à cette histoire du jugement de Salomon là, parce que le kanji de la moitié, déjà je m'étais fait, qui est celui-là, la Han, je m'étais déjà fait un truc là-dessus. Et là j'ai imaginé qu'avec son sabre, il était prêt à blesser le pauvre petit bébé pour le couper dans des proportions égales. Pour les deux femmes qui réclamaient le petit bébé qui faisait l'objet de la discorde entre elles dans l'histoire. Voilà. Le suivant, il est intéressant. Eh oui, pauvre bébé. J'avais un ami américain qui disait ça comme ça. Pauvre bébé, quand il parlait français. Alors, là, on reprend le toit et la maison où j'ai grandi. Hein, donc, on va encore repenser peut-être à notre personne qui avait été un peu traumatisée, là.
En dessous, j'ai l'œil, cette fois-ci, l'œil qui a pivoté de côté, et le cœur. Donc, il est assez bizarre ce kanji, mais il se reconnaît. Il est assez, enfin, il a une forme un peu originale. Puis au moins, il est tout vertical. Il ne parle pas dans tous les sens. Donc, au niveau du sens, accrochez-vous. C'est la constitution, dans le sens, comme en allemand, la Grundgesetz, hein, c'est le mot Kenpo, la constitution d'un État, hein, la loi fondamentale. La loi fondamentale. C'est vraiment le mot dans lequel on le trouve le plus, c'est Kenpo. Hein. Kenpo. La constitution japonaise qui est hyper importante, hein, qui cadre énormément de choses, notamment conditionne leur capacité militaire et les limite fortement, puisque dans leur constitution, ça dit que c'est un pays épris de paix qui renonce à la guerre, quand même. Hein. Pas rien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui aient une constitution comme ça dans le monde. Donc, peut-être que l'Allemagne doit avoir un truc peut-être pas aussi explicite, j'en sais rien. Ken. Moi j'ai pensé que dans la maison où j'ai grandi et où j'ai subi toutes sortes de traumatismes, là encore, c'est pas vrai, c'est uniquement pour mémoriser les kanji, toutes sortes de blessures, j'ai pensé aussi que peut-être on était un peu des... En fait, j'ai pensé à une famille américaine un peu archi-traditionnelle, ultra patriote et tout, et qui regardait avec ses yeux tous les jours un affichage de la Constitution américaine dans le salon, avec une main sur le cœur, c'est pour ça que j'avais le cœur, l'esprit là en bas, avec la main sur le cœur, en récitant, en lisant la Constitution tous les jours, et en particulier le deuxième amendement qui permet d'avoir des armes à feu à la maison. Voilà, donc je m'étais fait tout un délire comme ça, mais ça m'a... Du coup, je l'ai jamais oublié ce kanji, c'est marrant. Alors que franchement, bon, on le voit pas si souvent que ça. On le voit pas si souvent que ça. Iken, l'inconstitutionnalité. Plus rapide en japonais, hein, 2 caractères. Hein. Tiak tiak. Ah, et puis là, on va avoir un kanji ultra connu. Ultra connu, qui je pense va même être du N5. Hein. Celui-là, on va même pas faire l'histoire de mnémotechnique parce qu'il est tellement connu. Voilà. En gros, la base c'est grandir, mais on ajoute une petite goutte sur la gauche. Hein? Oh là là! Le Costa Rica, le Panama, la Mongolie, la Philippine. Eh ben dis donc. Bah tu m'en apprends des choses. Merci dans le chat. Donc voilà. Donc ce kanji là, c'est le kanji de la vie, vivre. Voilà. Que vous dire de plus? Grandir, c'est vivre. Grandir avec une petite goutte de lait pour bien grandir et être en bonne santé. Hein. Donc bon, ça c'est du N5, voilà, c'est un kanji tellement fréquent, on n'a pas besoin de se faire particulièrement d'histoire mnémotechnique, on le connaît assez vite quand on fait du japonais. Hein. Donc c'est le verbe ikiru. Hein, ikiru. Il y a tout un tas d'autres choses, mais en particulier umareru qui veut dire naître, hein, le début de la vie. Donc vous voyez, c'est comme d'hab, hein, c'est les okurigana, les kana qui accompagnent le kanji, qui nous permettent de savoir quel verbe on est en train de lire. Hein. Et le sei, comme dans gakusei, un étudiant, seimei, la vie. Et ce sho, on le trouve dans l'expression, par exemple, issho, hein, une vie entière, ou issho ken Shokenmei en se donnant toute sa peine, en y mettant tout son cœur, toute sa vie. Voilà. Ikiru. Ikiru. Ikiru te muzukashii. Muzukashii yo. Muzukashii koto da. Alors, et cette vie, bah maintenant on va pouvoir la trouver dans plein de kanji, les amis.
D'abord, un très joli kanji. On a le jour, le soleil et en dessous la vie. Eh bien, notre soleil, on lui doit la vie. Hein, la chaleur du soleil, sans la chaleur du soleil, il n'y a pas de vie. Donc c'est vraiment une bonne étoile. Une bonne étoile, c'est le sens de ce kanji Hoshi. Hein, Hoshi, et non pas Hoshi, qui veut dire désirer quelque chose. Bah, la chanteuse Hoshi, je pense que c'est de là qu'elle a pris son nom de scène, si je dis pas de bêtises, hein, une étoile. Voilà, et on trouve la lecture sei, comme dans le mot wakusei, qui veut dire une planète. Wakusei, une planète. Et puis on le trouve comme suffixe dans le nom des planètes. Parce que oui, la différence entre une étoile et une planète, c'est un peu vague dans les kanji, hein, puisque ce kanji, voilà, on le trouve dans plein de noms de planètes. Donc voilà, parfois, quand on dit Kono Roshi, cette étoile, ça, c'est parler de la Terre en fait. On parle de notre planète. Mais voilà, Kinsei, par exemple, c'est Vénus. Hein. Mokusei, c'est Jupiter, si je dis pas de bêtises. Non, pas celui-là, voilà. Hein, ouais. Donc voilà, Suissei, Mercure, etc. Donc voilà, l'étoile à qui on doit la vie, c'est le soleil, tout simplement. Oui, comme le dieu soleil égyptien. Donc, cette fois-ci, on va se prendre la clé de la bouteille d'alcool, la bouteille de whisky à gauche. Et à droite, on va lui mettre notre étoile. Ok ? Je rigole parce que je me souviens de l'histoire que je m'étais concoctée pour retenir ce kanji, qui a été bien reconnu, merci. Donc c'est l'éveil. C'est un kanji qui indique l'éveil, le fait de se réveiller. Alors c'est pas le verbe okiru, hein, qui veut dire se réveiller, se lever aussi. Non, là c'est un autre, c'est le verbe samasu sameru, mais qui a aussi d'autres kanji. Hein. Ouais, voilà. Hein. Donc on ne le trouve pas si souvent que ça. On va le trouver dans des composants, mots composés avec la lecture sei plutôt. Mais ce qui est rigolo avec ce kanji, je trouve que c'est plutôt les histoires qu'on peut se faire avec. Kakusei, oui, les amphétamines, ouais, tout à fait, Kakusei. Hein. C'est-à-dire les produits chimiques, les solutions qui font du kakusei, hein, qui t'éveillent, qui te stimulent. Kakusei. On ne le trouve pas dans beaucoup de kanji, mais bon, dans beaucoup de mots, excusez-moi. Mais au niveau du sens, je trouve qu'il est facile à se représenter. Moi, j'ai imaginé quelqu'un qui dormait à la belle étoile, l'étoile à droite, avec une bouteille de whisky à la main, qui était sans doute complètement bourré après une nuit difficile, et qui avait beaucoup de mal à se réveiller dans la rue, là, comme ça, ou au milieu d'un parc, ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que ça m'est arrivé, mais je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé. Donc voilà, l'idée de s'éveiller complètement, une grosse gueule de bois, quoi. Ensuite, alors là, je vais avoir la clé de la femme à gauche et à droite. La vie, donc. Hop. Et le sens de ce kanji, c'est le nom de famille. Le nom de famille, on le trouve notamment dans Seimei. Non, pas celui-là. Yeah, voilà, Seimei. Le nom de famille. Donc une femme et sa vie. J'ai pensé au fait qu'il y avait beaucoup de femmes, traditionnellement en tout cas, moins le cas aujourd'hui, qui changeaient de nom de famille au cours de leur vie. Si elles se mariaient, voilà. Voilà, que traditionnellement, dans beaucoup de
de pays de couple, les femmes changeaient de nom de famille. Mais pas que les femmes, hein, enfin, si vous voyez au Japon, tous ces hommes qui changent de nom à chaque fois qu'ils changent de profession, ceux qui deviennent moines, ils changent de nom, puis après, une fois qu'ils accèdent à un rang supérieur, qui sont encore autre chose, ils ont encore changé de nom, et on voit... Ou les artistes, tout ça, tous les pseudonymes dans tous les sens, bref. On n'a pas toujours le même nom au cours de sa vie. Il n'y a pas de raison de cantonner ça aux femmes. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, traditionnellement, c'est assez répandu de changer de nom lors du mariage. Mais il n'y a pas de raison que ce soit que les femmes, nom d'une pipe. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, très, très important celui-là. Donc là, j'ai mon état d'esprit que je vais essayer cette fois-ci de faire dans l'ordre au niveau des traits. Et ensuite, j'ai la vie. Ok? Mon état d'esprit et la vie. Et ce kanji désigne le sexe, au sens large. Hein, le sexe, et donc au sens physique, mais aussi le genre, plus au sens sociétal. Voilà, voilà. Aussi la nature de quelque chose. Il y a ce mot saga qui veut dire ça, la nature de quelque chose. Ore no saga da yo. Une fois j'avais vu un méchant dans une série qui disait ça. C'est ma nature d'être un salopard, pervers, etc. Il utilisait ce mot saga. Je l'avais retenu comme ça. Et donc en lecture on, on trouve sei et sho, qui n'est pas particulièrement original. Là-dessus. Donc pour retenir le sexe, l'état d'esprit qu'on a pour donner... Enfin, quand on veut donner la vie, faut avoir un état d'esprit plutôt orienté vers le sexe, non? Un minimum en tout cas. C'est quand même la façon la plus classique voilà, d'amener des bébés dans ce monde. Donc voilà. Si on a un état d'esprit tourné vers le sexe, on peut donner la vie plus facilement. Peut-être. Ou pas, j'en sais rien. Peut-être que si on est trop tourné vers le sexe, peut-être qu'il faut pas, j'en sais rien. Non, moi je juge pas, il n'y a pas de raison. Bref, en tout cas, j'ai fait ce lien entre l'état dans lequel il faut être pour donner la vie et le fait que, bah voilà, généralement, faut quand même... faut y aller, quoi. Donc c'est caricatural et tout, mais ça marche. Ah oui, c'est marrant. Heissig, il avait mis le sens d'une cellule au fait de vivre, à la vie. Je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est déjà un joli sens en tant que tel, qui marche bien, qui retient bien. Et donc cette fois-ci, je vais avoir, je sais pas si je l'ai bien fait au niveau des traits, mais bon, je vais avoir la clé de la vache à gauche et à droite la vie. Et ce kanji là, ouais, il ne l'a pas. Ah si, il me l'a reconnu quand même. Je vais quand même vérifier l'ordre des traits parce que je suis pas du tout sûr. Pour ma petite vache, mais je crois que c'est ça quand même. Une, deux. Ah non, on fait d'abord le grand là, puis celui-là à la fin. Bon, c'est pas bien grave, il me l'a quand même reconnu. Il me l'a reconnu parce que ça signifie un sacrifice, plus précisément un sacrifice animal. C'est logique, il y a la vache dedans. Bah, j'offre la vie d'une vache dans mon sacrifice animal, bim. Allez, emballer, c'est peser. Il se retient. C'est dommage qu'on ne le voit pas si souvent que ça se kanji, parce qu'on parle pas souvent de sacrifices animaux. Mais il se retient très facilement. Hein. On a pris la vie de la pauvre vache comme sacrifice. Bon, le mot sacrifice, c'est gisei. Hein, gisei. Voilà. Et d'ailleurs, le gi, est-ce que c'est un Joryo kanji, lui? Ah ouais, c'est un Joryo kanji. On le verra plus tard. Je sais
pense. Voilà, on l'a déjà vu, non, je pense pas qu'on l'ait vu, le guide de Gisei. Attendez, je regarde. Pam, padam, padadam. Ah si, oh, on l'a vu il y a quelques temps. Et bah ouais. C'est pour les distinguer en fait hein, qu'on a ça. Entre le sacrifice tout court. Ah oui, la vache vertueuse ou un truc comme ça. Ouais, j'avais fait une histoire dans ce genre-là. Hein, Gisei. Le sacrifice animal. Voilà, voilà. Allez, on va s'en faire encore deux. Donc, le suivant. Le suivant. Alors, je vais commencer par le kanji pour être debout ou le vase. Mais avec le dernier trait, je vais faire là les deux traits de la falaise. Et en dessous, la vie. Ce kanji là, il est assez court. Ça va clairement être du N2, je pense. Même N3, vous voyez c'est le kanji qui représente des produits. Hein, sa lecture, c'est Sam, comme dans Sanbutsu. Sanbutsu, des produits. Voilà, quelque chose qui est produit. Vous voyez aussi qu'il peut se lire umu, umareru, notamment pour dire, il peut être lié à tout ce qui est accouchement. Umu, hein, donner, accoucher, on va plutôt, on va souvent le voir avec ce kanji là, je trouve. Hein. Et aussi tout ce qui est lié à la toute petite enfance. Ubugoe. Ubugoe, c'est le premier cri poussé par un bébé. Tiac, tiac, tiac. Où est-ce que je trouve mes légendes que d'autres trouvent pour leur histoire? Ah ben c'est sur le site Kohi. Kohi.com. K-O-O-H-I.com. Kanji.koohi.com. C'est. Voilà. Mais c'est essentiellement en anglais, attention. Hein. Mais voilà, ça vous l'utilisez en dernier recours. Hein. Sinon, produisez vos propres histoires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Hein, plutôt que de prendre des choses toutes faites. Donc, san comme sanbutsu, on le trouve aussi dans ce kanji, dans omiyage. Hein, omiyage, qui est une lecture irrégulière de un ateji de ce kanji. Hein, qui sont les petits cadeaux, souvent des petites spécialités locales que j'ai rapportées en cadeau lors de mes déplacements. Omiyage. Donc j'ai la vie, j'ai un vase ou être debout au bord de la falaise. Ah oui, j'avais pensé à quelqu'un, à un gars qui n'arrivait pas à vendre ses produits, qui étaient des vases. Et donc, il était tellement désespéré de ne pas réussir à vendre ses produits qu'il était prêt à prendre sa vie et à se jeter du haut de la falaise. C'est pas gay, mais je l'ai retenu. Et le dernier qu'on va voir aujourd'hui, donc je vais avoir la clé du sommet à gauche. Ensuite, les jambes qui marchent. Et en dessous, la vie. Et celui-là, je l'aime pas beaucoup ce kanji. Pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que déjà, je trouve qu'il ressemble énormément à petit kanji que vous voyez là sur la gauche. Hop, d'ailleurs, il les a confondus, là, vous voyez. Ces deux-là. Moi-même, je les confonds beaucoup, parce que c'est pas des kanji qu'on voit si souvent que ça. Enfin, on les voit, mais quand même. Et puis son sens qui est un petit peu abstrait. Son sens premier, c'est une sorte de bosse, de protubérance, d'accord. Bon, ok. Une protubérance. Et par extension, il indique de la prospérité, de la noblesse, pas plutôt des qualités. Bon, j'ai toujours eu du mal à le bien cerner. Vous voyez avec Liu, c'est
le fait d'être une forme de prospérité. Donc en plus, voilà, le mot-clé qui est mis, c'est hump. Moi j'avais pensé à la vieille chanson des Black Eyed Peas, là, My humps, my hump, my hump, my hump, qui est pas terrible comme chanson, donc je sais pas pourquoi je l'ai retenue. De temps en temps, je me dis, il y a des trucs, j'aimerais bien les enlever de ma tête pour faire de la place pour, je sais pas, plus de kanji, plus de vocabulaire japonais. Cette chanson fait partie. Donc, la vie, le sommet et des jambes qui marchent. Et tout ça, ça désigne la prospérité. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va se faire comme histoire avec celui-là? C'est quoi son numéro? 1682. Alors forcément, comme le verbe to hump en anglais, ça veut dire sauter dans le sens euh, sexuel, ça va pas nous aider. Pam, pam. Et si on pensait à la bosse de quelqu'un, un bossu? Oh mais oui! Allez, on va se faire un truc sympa. On va penser au bossu de Notre-Dame. On va penser à Quasimodo. Il est au sommet. Il est au sommet de Notre-Dame, avec ses copines les gargouilles, comme dans la version de Disney. Hein? Et il y a passé toute sa vie, alors qu'il aimerait bien pouvoir descendre et marcher avec les gens dans la rue, mais il peut pas à cause de sa bosse, parce qu'il a honte. Parce que le vilain Frodo... hein, le vilain... Frollo, pas Frodo, ça c'est le Seigneur des Anneaux. Le vilain Frollo l'empêche de se mêler avec la foule en disant que c'était pour son bien. Méfiez-vous, parfois des gens qui vous disent c'est pour ton bien. En tout cas, prenez plusieurs avis. Voilà. Donc ouais, on peut retenir la bosse de Quasimodo comme ça. Hein. Prodo version prolo, ouais, c'est ça. Ok, allez, et ben voilà, on a fait quand même un joli tour, et c'est quand même assez sympa parce que je pense que lors de la prochaine session, on va passer les 1700. Wouhou! Bravo à vous si vous suivez cette série depuis quelques temps.